Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Sais-tu que l'IA générative peut être un super outil de développement personnel ? Moi aussi, au début, je voyais pas trop le lien avant d'avoir une discussion avec William Roguelon, qui est le fondateur d'éducation IA, et qui m'a démontré que l'IA générative pouvait à la fois permettre de gagner du chiffre d'affaires, certes, mais aussi et surtout du temps qu'on peut réinvestir dans sa croissance personnelle. C'est un véritable outil pour se recentrer sur sa zone de génie. Et on verra avec William, mais avant même de l'intégrer au sein de son entreprise, au sein de son activité, encore une fois, le plus important, c'est de bien se connaître pour bien l'intégrer et en faire un véritable allié. Une conversation riche et passionnante que j'ai eue avec William et que je vous invite à découvrir tout de suite. Belle écoute! Salut William! Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Alors, je suis contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast William parce que j'avais envie de parler avec toi de l'impact de l'IA pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, l'IA, c'est un gros sujet. Je crois que c'était le premier en termes de recherche Google en 2023. Les premières recherches des Français, donc ça montre que tout le monde s'y intéresse et je pense que c'est un super outil pour les entrepreneurs. Et comme tu es un peu le spécialiste de l'IA, en tout cas dans mon entourage, tu as vraiment cette casquette-là. Je voulais qu'on en parle ensemble sur comment justement l'IA aujourd'hui est au service de l'entrepreneuriat et plus globalement des entrepreneurs. Donc dans un premier temps, William, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter parce qu'en plus tu as un parcours assez atypique, donc je trouve ça intéressant que tu le partages. Je m'appelle William, j'ai 33 ans. Un peut-être parcours atypique, je sais pas, mais en tout cas, j'ai commencé dans l'animation. Au tout départ, j'avais fait des études de cinéma. Ensuite, j'ai découvert l'animation et donc j'ai travaillé dans des centres de loisirs et des colonies de vacances. Et en suivant, j'ai travaillé pour plusieurs collectivités. On m'avait proposé plusieurs fois d'être fonctionnaire et j'ai refusé. Et j'ai créé ma première société pour devenir photojournaliste. Et en 2014, suite à un attentat, j'ai repris mes études en 2015 au CREPS. J'ai passé tous mes diplômes de jeunesse et sport. Et je suis devenu cadre supérieur dans le milieu associatif. Et ensuite, j'ai créé Geeky en 2022 à Caen. Ok. Et donc voilà. Donc Geeky, en quelques mots, c'était quoi au départ ? Au départ, Geeky, c'était d'accompagner les structures sportives, notamment les associations, à travers des outils digitalisés. Tout ce qui est gestion type CRM, gestion de la communication des clubs de sport, de manière automatisée. Et finalement, on a fait un pivot assez rapide en 2022 où en fait on s'est concentré sur la formation des dirigeants et des bénévoles parce qu'il y avait un enjeu et un besoin dessus. Et derrière, on apporte des outils. Et 2023, on a refait un pivot autour de l'IA. Ok, donc parle-moi en plus justement de ton pivot autour de l'IA. T'es parti de quel constat pour faire pivot et aujourd'hui du coup, qu'est-ce que c'est Geeky par rapport à l'IA ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors pour faire simple, en fait, le pivot était très simple. Moi, j'ai découvert ChatGPT fin 2023 de mémoire ou fin 2022 quand c'est sorti. Et je m'y suis mis très vite. Et c'est vrai que je gagnais beaucoup de temps et je gagnais en efficacité. Et plus j'en parlais autour de moi, parce que je suis un geek à la base, donc plus j'en parlais autour de moi et plus je me rendais compte que les gens, en fait, ils s'y mettaient pas ou ils conversaient très mal avec l'IA générative. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire une intervention, puis 2, puis 3, puis 10. Okay. Et donc, en fait, j'ai créé la marque Éducation IA. Et maintenant, on accompagne des PME, on accompagne des milliers de personnes à apprendre à utiliser l'IA générative. Ok, donc IA générative, pour ceux peut-être qui écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire en un mot en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que tu appelles IA générative ? Alors, l'IA générative, c'est très simple. C'est un logiciel, pour faire simple, qui te permet de converser avec l'intelligence artificielle sans faire du code. Donc l'IA générative va te permettre de créer du texte, de l'image, du son et de la vidéo. Du coup, c'est ChatGPT par exemple. ChatGPT, Claude, Midjourney pour les images. Ok. Toutes les IA. Et aujourd'hui, il y a, je m'étais amusé à regarder, je crois qu'en moyenne, il y a 50 outils qui sortent par jour dans le monde. Ok. Et donc en fait, pour l'instant, là, je me suis spécialisé sur ChatGPT pour bien le maîtriser et proposer beaucoup de valeur ajoutée pour ceux qui se forment à ChatGPT. Mais à côté de ça, en fait, on déploie d'autres solutions pour nos clients sur l'IA. Ok, d'accord.
Et toi, du coup, est-ce que tu t'es... quand tu as dit que tu as commencé à t'y intéresser, tu étais en mode autodidacte? Est-ce que tu as suivi des formations? Enfin, comment est-ce que tu t'y es pris pour maîtriser aujourd'hui cette IA qui évolue Autodidacte. hyper vite en plus? Au départ, j'étais autodidacte. Après, j'ai commencé à acheter des livres sur des chercheurs autour de l'IA pour comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai commencé à m'intéresser à des formateurs plutôt en ligne. Donc là, en moyenne, j'ai un budget entre 200 et 500 euros par mois. Donc en fait, je me forme en continu pour utiliser les outils. Je fais beaucoup de veille. Ça Mhm. devient très important de savoir faire sa veille. Donc je l'automatise en partie, bien sûr. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'il faut être en veille permanente, justement, pour ne pas se faire distancer par la technologie. Hmm, ok. Et du coup, aujourd'hui, justement, donc ça, c'est un des challenges de l'IA. Selon toi, c'est quoi les plus gros challenges de l'IA que pose l'IA aujourd'hui, notamment pour les entrepreneurs, si tu en vois? Si on parle des gens lambda, des salariés, des personnes qui se forment à l'IA, il y a un enjeu majeur de savoir prompter et de Hmm, comprendre la logique de l'IA générative, comment elle fonctionne. Donc pour faire simple, c'est comment fonctionne la calculette et comment je peux faire mes multiplications avec la calculette. Et mhm. donc là, c'est la même logique, il faut apprendre à prompter. Une fois que vous avez commencé à prompter avec un outil, que vous avez commencé à faire des répétitions et à comprendre qu'est-ce que vous pouvez demander, comment vous pouvez le demander, là, ça commence à vous ouvrir le champ des possibles. Du coup, Mais prompter, pour ceux qui savent pas ce que c'est. c'est la capacité de demander une commande à l'IA générative. C'est la Ok, capacité de communiquer avec ChatGPT. d'accord, ok. Donc, pour faire simple, il y a trois fondamentaux. Il y a le principe de savoir ce que je veux avant. Donc, faut connaître le résultat avant Mhm. pour pouvoir utiliser, parce que si vous partez en phase exploratoire avec l'IA générative, le résultat, en fait, ça correspondra pas ou vous allez vous perdre. Donc déjà, quand vous utilisez l'IA générative, il faut savoir ce que vous voulez. Une fois que vous savez ce que vous voulez, il y a plusieurs méthodes. Donc la méthode simple, je pose des questions. Donc c'est ce que j'appelle un prompt simple. Mhm. Ensuite, c'est je développe la conversation avec lui. Et donc ça, c'est le plus important. Plus vous développez, plus vous le recadrez. Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Là, tu as raison, là, t'as pas raison. Mhm. Là, tu manques de précision, je vais te repréciser le contexte. Donc plus vous êtes clair et plus vous conversez avec lui, plus ce sera précis et unique. D'accord, ok. Ok, ça marche. Donc ça, c'est le premier challenge de bien savoir prompter, faire ses commandes. Est-ce que tu en vois d'autres? Enfin, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre un entrepreneur qui maîtrise l'IA générative et un entrepreneur qui l'utilise pas du tout, qui sait pas l'utiliser? Est-ce que tu vois En fait, il des y a... différences, des choses, même toi dans ce que tu observes auprès de tes clients, tu vois, les avant-après? Oui, alors là, on est en train de beaucoup travailler avec... On travaille énormément sur les PME. Donc je suis en train de proposer des parcours complets pour les salariés, les managers et les top managers, donc les dirigeants. Mhm. Et en fait, il y a un problème de base, c'est qu'on est déjà en retard sur le système d'information des entreprises. Quand on me sollicite pour accompagner les entreprises, en fait, les dirigeants pensent que l'IA va résoudre les problèmes d'organisation. Alors pas du tout. L'IA, en fait, va permettre de dégager du temps et de se consacrer à ce qui apporte le maximum de valeur ajoutée à l'entreprise. Mhm. Donc, donc c'est pour ça que avec Éducation IA, on travaille bien sur la place de l'humain et la place de l'IA. Et c'est bien les organisations qui décident qu'est-ce qu'ils délèguent ou ils délèguent pas à l'IA. C'est pas moi qui arrive qui dit voilà où est-ce qu'on fait, voilà comment on fait. C'est D'accord, vraiment une démarche participative ok. d'intelligence collective. On met en place du design thinking pour qu'ils définissent eux-mêmes la roadmap de l'IA. Et en fait, le problème de base, c'est que les PME sont pas suffisamment digitalisées, ils sont déjà en retard sur le système d'information. Donc moi, je travaille sur le système d'information intégré. Et par exemple, là, j'accompagne une entreprise où en fait, elle a 8 ou 9 solutions différentes qui ne sont pas connectées. Donc déjà, D'accord, connecter les ok. solutions entre la facturation, la communication, Mhm. les relances automatiques. Mhm. Ça, c'est des notions importantes. Les automatisations, en fait, ça existe depuis de nombreuses années. Il y a plein de choses à mettre en place avant de mettre en place l'IA générative. Donc quand on fait l'appel de découverte et qu'on commence à discuter avec les dirigeants, pourquoi ils veulent le faire? Est-ce que c'est pour la productivité? Est-ce que c'est pour soulager les équipes? Est-ce que c'est pour se recentrer? Et une fois qu'on met ça en place, on va accompagner petit à petit. D'accord, ok. Toi, dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, parce que du coup, aujourd'hui, c'est ton activité à 100%, Mhm. l'éducation IA, tu dirais que dans ton quotidien d'entrepreneur, l'IA, elle te permet de gagner du temps sur quoi? Sur quel type de tâches? Et est-ce que tu as réussi à mesurer un peu le temps que tu gagnes grâce à l'IA? En moyenne,
Me concernant personnellement, je gagne minimum 40 heures par semaine. Ok. Il y a un enjeu majeur pour tous les entrepreneurs qui utilisent l'IA. Il faut bien connaître ses valeurs personnelles et de l'entreprise. Et il faut bien définir son offre, son système d'acquisition client et son système de conversion. Et après, on peut jouer avec l'IA pour gagner du temps, gagner en efficacité, en pertinence. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Je te coupe juste parce que tu parles de bien se connaître en gros en tant qu'entrepreneur avant de commencer à s'intéresser à l'IA. Pourquoi du coup, selon toi ? C'est toujours la logique, en tout cas c'est le concept qu'on développe, c'est la logique, qu'est-ce que je veux déléguer à l'IA ? Ok. Il y a un enjeu majeur sur la conversion, l'IA ne convertira jamais un client. C'est impossible. C'est-à-dire que j'ai des entrepreneurs qui me sollicitent pour avoir des chatbots automatisés sur leur site web pour faire des ventes, et en fait c'est la plus grosse erreur. Pourquoi ? Parce que les personnes souhaitent de la relation humaine. Et en fait, aujourd'hui, on a le marketing et la vente qui devient de plus en plus conversationnel, de plus en plus authentique. On connaît tous les mails d'accroche, on connaît tous les messages sur LinkedIn. Aujourd'hui, les gens veulent de l'authenticité. Donc, le temps que je gagne avec ChatGPT ou les autres IA que j'utilise, en fait, c'est du temps pour me consacrer à la relation client. D'accord. Ou la relation avec les prospects. Ok. Parce qu'aujourd'hui, du coup, selon toi, ChatGPT n'est pas encore en mesure de converser presque comme un humain avec une autre personne. Elle a pas encore développé une conscience, donc elle n'est pas... Comment est-ce que tu... Toi, tu le vois tout de suite quand c'est un IA en chatbot ? Oui, alors déjà, la première chose, moi personnellement, je déteste discuter avec des chatbots. Donc à chaque fois que je tombe sur un chatbot, parce qu'on m'oriente vers un chatbot, tous les parcours des sites internet sont sur des chatbots maintenant, systématiquement, je dois réécrire 4, 5, 6 fois, je veux parler à un humain, je veux parler à un humain, je veux parler à un humain, pour que je puisse enfin avoir le support. C'est vrai, moi aussi je fais ça. Tout simplement parce que en fait, j'ai un problème spécifique sur un produit ou un problème d'un logiciel, je ne trouve pas dans la FAQ, je pense savoir faire une recherche dans la barre de recherche dans la FAQ pour trouver mon besoin, je le trouve pas. Et systématiquement, dès que je commence à discuter avec le chatbot, il me renvoie dans la même FAQ, il me renvoie vers les mêmes articles. Et ça ne m'intéresse pas. Donc c'est très important, enfin en tout cas c'est le concept qu'on développe, que l'IA me fait gagner du temps, me fait gagner en efficacité. C'est très pertinent pour les études de marché par exemple, très pertinent pour adapter son persona, son buyer persona avec son produit, définir son produit market fit, développer les bénéfices, reformuler des emails, il est très performant pour ça. Par contre, pour vendre, à un moment donné, il faut comprendre son interlocuteur et il faut comprendre comment fonctionne l'humain finalement. Et en fait, il faut apporter les bons éléments pour traiter les objections ou les bénéfices. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, de ce que j'ai remarqué de plein d'entrepreneurs, justement, ce qui les freine le plus, c'est la partie vente, souvent. Enfin, il y en a beaucoup en tout cas qui sont très bons dans un domaine mais qui n'ont pas développé leur capacité de vente. Et donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que ça, c'est vraiment une compétence à développer et qu'au-delà de la vente, ça s'apparente plus à de la relation humaine et que donc, même dans un futur lointain, ça, même un IA ne pourra pas le faire, selon toi. Si, en fait, tu le fais, mais ce que je veux dire, c'est que l'IA ne peut pas converser à ta place. Ouais, ce serait une erreur d'avoir un avatar ou d'avoir un chatbot qui converse à ta place. Mais par exemple, ce que je fais... Personnellement, je fonctionne plutôt en arborescence dans ma tête. Donc, je fais beaucoup de cartes mentales. Donc, j'ai fait des scénarios. Donc, j'ai sorti un nouveau produit, un nouveau service de formation professionnelle, certifié Calliope, et ensuite, je fais de l'audit et de l'accompagnement avec des interviews, du coaching pour mettre en place l'IA dans les entreprises. Et systématiquement, dans la phase de closing, qu'on appelle, pour faire la vente, en fait, il y a des objections qui émergent. À partir de ces objections, je vais travailler mes scénarios. Donc, j'ai ma carte mentale, j'ai une base de données que j'ai générée avec ChatGPT, et je vais nourrir. Je vais dire, voilà, dans les interviews que j'ai fait, voilà ce qui est ressorti comme objection. Et j'ai pensé à ça comme argument, vers quoi je renvoie, comment j'apporte de la valeur ajoutée. Je comprends. Et en fait, ça te fait des scénarios et des parcours. Ouais, du coup, au final, l'IA, tu peux quand même l'intégrer dans la vente comme un assistant pour t'aider à structurer ton discours commercial, traiter les objections, etc. Mais finalement, ce que tu dis, c'est que ce temps-là que tu gagnes en réflexion, en réflexion, tu dois le mettre à profit sur justement ton client, ta relation avec le client, ton humanisation de ta prospection, entre guillemets. En fait, la prospection,
L'avantage de l'IA, c'est que c'est du temps gagné pour contacter des personnes, échanger avec tes clients existants, travailler sur ton offre. Et en fait, je m'en sers comme pour apprendre et pour développer mon système d'offres, mon système d'acquisition client et mon système de conversion. Donc en fait, dès que j'ai des interactions, je prends des notes où j'ai une IA qui va enregistrer les vidéos, les visios, exactement. Et une fois que j'ai fait ça, je l'intègre dans ma base de données et ça va améliorer mon produit, ça va améliorer mon parcours client et ça va améliorer ma FAQ par exemple. Ok, trop intéressant. En fait, c'est un concept que je travaille avec Scalesia, qui est une agence qui accompagne à la croissance. Et c'est vraiment ça en fait. C'est input, qu'est-ce qui rentre dans ma société comme information, comme traitement. Output, qu'est-ce qui sort, comment je traite l'information. Et donc ça, c'est ChatGPT qui me traite l'information. Outcome, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et ensuite, le feedback. Et en fait, le feedback, c'est comment j'intègre ça à ma base de données. D'accord, ok. Ouais, du coup, en fait, toi, tu fais rentrer plein d'infos dans ta base de données IA. Et est-ce que, justement, tu peux donner aux personnes qui nous écoutent des outils pour, comme tu dis, peut-être enregistrer leur conversation avec leurs clients pour pouvoir traiter ces infos-là? Ou, enfin, toi, sur quels outils est-ce que tu t'appuies pour nourrir ta base de données? Alors, il y en a, comme je te disais, il y en a 50 qui sortent par jour. Ouais. Et par exemple, ChatGPT est en train de se faire distancer par Claude. Il y a énormément d'outils. Là, aujourd'hui, ce que j'utilise Google Meet principalement. Je peux intégrer du Mojo, par exemple, qui va faire des comptes rendus automatisés suite à la conversation, qui est capable de détecter l'interlocuteur A, l'interlocuteur B. Ce qui est très important, c'est de prendre des notes manuelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'IA va retranscrire la conversation, alors que moi, dedans, dans mes notes personnelles, je vais mettre les objections, hypothèses. Par exemple, j'avais un client, c'était il y a peut-être un enjeu de communication entre son responsable de la DSI et lui. Donc ça, c'est une hypothèse que je vais aller creuser ensuite dans les autres interviews. Et ensuite, je vais aller mettre des commentaires sur des enjeux. Par exemple, j'avais déjà 2-3 solutions en tête pour faire communiquer ces solutions, tout simplement sans IA, juste avec une API pour connecter les signatures électroniques avec les envois d'emails. Et donc, en fait, j'ai besoin de prendre des notes. Et donc, une fois que j'ai le compte-rendu de réunion, une fois que j'ai mes notes, j'intègre les deux, je les mélange avec l'IA, et en fait, je vais retravailler à la main. Donc, petit tips en plus, il faut bien comprendre que, donc comme je le disais au tout début, il faut savoir ce qu'on veut avant avec l'IA. Il faut savoir converser avec pendant, et ensuite, après, à la fin, il faut retravailler encore à la main. J'ai beaucoup de personnes qui font du copier-coller de ChatGPT. Par exemple, sur les emails, ils font copier-coller sans rien modifier. Et en fait, ça marche pas du tout parce que les gens sont suffisamment éduqués pour voir que c'est de l'IA. Ou alors qu'ils vont copier-coller mais qu'ils vont pas se l'approprier. Donc ils maîtrisent pas ce qu'ils font. Notamment les juniors, les jeunes salariés, la génération entre 20 ans et 25 ans qui n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle, c'est ce qu'ils font. J'ai des collaborateurs, par exemple, ils vont me faire des réunions. Et en fait, je vois qu'ils ont bâclé leur travail avec l'IA, ils ont tout fait avec ChatGPT, ils arrivent fiers et en mode guerrier à la présentation. Et en fait, c'est pas du tout adapté aux clients, c'est pas du tout réfléchi, ou il n'y a pas de prise de recul. Ok. Donc il y a un vrai enjeu. Avant, qu'est-ce que je veux comme résultat ? Donc je sais vers quoi je vais. Pendant, c'est comment je converse avec ChatGPT pour le cadrer. Contexte, tâche, attendu, contrainte. Et après, c'est comment je me l'approprie. Est-ce que je réécris ? Est-ce que je modifie des choses parce que c'est pas en cohérence avec la stratégie ou le client que je suis en train de développer ? Ou est-ce que ça me plaît pas du tout et comment je le fais, quoi. Ok, d'accord. Du coup, ouais, effectivement, et vu comme ça, l'IA, c'est d'autant plus juste un super assistant. Ouais, c'est ça, un super assistant. Mais la valeur ajoutée humaine aussi, là, que tu fais, que tu es en train de faire émerger, c'est aussi l'esprit critique. Exactement. C'est ce que j'appelle l'expertise. Tous les salariés qui travaillent ont une expertise professionnelle. Soit on peut avoir plusieurs expertises. Soit ils ont une expertise relationnelle, soit ils ont une expertise métier, soit ils ont une expertise d'analyse. Et en fait, c'est complémentaire. Donc, moi, je gagne en efficience avec l'IA générative. Et mon efficacité, c'est parce que j'ai un système de travail dans mon entreprise qui me permet de livrer et d'être agile pour mes clients. Okay. Mais l'enjeu, c'est de savoir mettre le curseur au bon endroit et intégrer l'IA au bon moment et au bon endroit dans l'entreprise. Si tu accompagnes tes collaborateurs, tes salariés, tu leur dis on va passer IA, on va y aller.
Déjà, bon, il y a la conduite au changement, la résistance au changement. Mais une fois que tu as fait ça, en fait, si c'est pas partagé, qu'il n'y a pas d'intelligence collective et que c'est pas mis en place collectivement, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que les gens ne vont pas utiliser l'outil. Ils n'utiliseront pas la calculette. Ça revient à ça. Ok. Ils continueront à faire les tables de multiplication de tête. Ok. Ouais, donc il y a des vrais enjeux aussi pour les entreprises d'accompagner au changement, d'éduquer aussi sur Former. l'IA, de former. Ça, c'est ce que tu formes aussi, toi, Ouais. du coup ? Donc moi, j'interviens sur 4 parties importantes. On a la phase préparée, où en fait, on va discuter énormément avec le dirigeant pour comprendre c'est quoi ses enjeux. Pour comprendre quel est son prisme de l'IA. Est-ce qu'il voit l'IA comme un levier de productivité, ou est-ce qu'il voit l'IA parce que c'est un phénomène de tendance et de mode et il faut y aller, ou est-ce qu'il voit l'IA comme un outil de mobilisation autour d'un projet. Une fois qu'on a clarifié ça, on va préparer, on fait une phase d'audit. On peut la découper en 2 temps. Soit on fait ce que j'appelle un diagnostic marché, on va voir les services, on discute avec eux et on essaie de comprendre le système d'information de l'entreprise. Soit on fait aussi des interviews, ça marche très bien. Donc on fait des interviews avec les membres du CODIR ou on fait des interviews avec les managers. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, quels sont les freins et les leviers dans l'entreprise, on va commencer à définir un séminaire. Ce séminaire, en fait, c'est un séminaire, ce que j'appelle séminaire d'acculturation, mais on va peut-être changer de nom parce que finalement, pendant cette journée-là, c'est eux qui définissent la roadmap de l'IA. C'est quoi le plan d'action dans l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Donc là, on aligne des ateliers avec mon équipe. Et une fois qu'on fait ça, ça permet de clarifier le temps. Est-ce qu'ils font ça en 1 an, 2 ans, 3 ans ? Qu'est-ce qu'ils délèguent à l'IA ou pas ? Et ensuite, derrière, on a la 4e phase qui est agir. Et dans agir, c'est très clair. On fait de la formation certificat de l'UPI pour réduire les coûts pour l'entreprise et puis pour qu'il y ait un vrai parcours de formation des équipes financé par les OPCO. Et ensuite, on met en place du coaching. Ce qu'on appelle du coaching, c'est qu'on fait des cycles de 3 à 6 semaines où en fait, toutes les semaines, on fait une visio avec les salariés et on va travailler sur les cas d'usage dans l'entreprise. Et donc là, on va leur apporter le maximum de valeur. On va retravailler les prompts pour qu'ils aient des prompts clés en main. On va retravailler la manière dont ils travaillent parce que chaque collaborateur n'aura pas le même niveau d'utilisation de l'IA. Et donc, on va mettre en place cette routine. Et ça va permettre de challenger les gens, de les motiver. Et surtout, là où on apporte énormément de valeur, c'est qu'on travaille vraiment les prompts spécifiques à l'entreprise par rapport à leurs besoins. Donc, on est vraiment sur des cas d'usage pratiques dans l'entreprise. Okay. Et aujourd'hui, le problème de l'IA, c'est que tout le monde entend parler de l'IA, mais les cas d'usage et concrètement, qu'est-ce que je fais avec l'IA dans mon travail, les gens sont totalement perdus. Ouais, justement, c'était une de mes questions pour que les gens arrivent à visualiser concrètement l'impact de l'IA dans une entreprise. Est-ce que tu aurais un cas concret à nous partager sur soit une de tes interventions en entreprise, l'avant-après par rapport à ton intervention, ou même ta propre expérience, toi, vis-à-vis de l'IA, sur l'impact sur ton entreprise d'avoir fait pivot, d'avoir intégré l'IA? Alors, au niveau de ma société Geeky, on a doublé le chiffre d'affaires. J'ai gagné en confort mental et en charge mentale, puisqu'en fait, je suis capable de livrer des clients beaucoup plus rapidement et de aussi bonne qualité qu'avant. Donc, en moyenne, je peux traiter un client en 24 heures, alors qu'avant, je pouvais mettre à 3-5 jours. Ça va me permettre de me sécuriser l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai créé des GPTs. Pour l'instant, on a décidé de ne pas intégrer une IA dans un serveur Geeky. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'utilise ChatGPT principalement. Et donc, je crée des GPTs. Donc, un GPT, c'est je crée un prompt que j'enregistre et qui va fonctionner que pour le prompt. Donc, c'est une conversation qui est spécifique. Et donc, je gère mon Calliope avec ChatGPT. Je gère toute ma démarche qualité avec ChatGPT. Je gère tous mes comptes rendus avec ChatGPT pour que ce soit beaucoup plus clair. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai une pensée en arborescence, je suis très volubile. Donc ça me permet d'être plus synthétique. Et donc là, ça me sécurise l'organisation parce que je ne peux pas louper les étapes. Une fois que j'ai fait ma checklist, j'exécute ma checklist. Donc il faut... D'ailleurs, c'est un des secrets, c'est que systématiquement, quand on accompagne les clients, on travaille les process. Est-ce que les process sont écrits ? S'ils ne sont pas écrits, on écrit les process. Donc la première mission que je fais avec cette entreprise, s'il n'y a pas les fondamentaux pour passer à l'IA, on travaille sur le système d'information. Et la plupart des entreprises françaises n'ont pas de process écrits. Ou en tout cas, la plupart des clients qui me sollicitent n'ont pas forcément des process écrits.
Donc au niveau de Geeky, on a doublé chiffre d'affaires. On a En combien de temps, du coup, pour que les gens se rendent compte? Fin 2023, on a passé un palier. Et mi-2024, on a fait x3 en un trimestre. Par rapport au trimestre précédent. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai retravaillé mon système... j'ai retravaillé mon offre. J'ai retravaillé mon système d'acquisition client et mon système de conversion à partir de tous les clients, de tous les feedbacks que j'ai depuis 2022. Donc il y a des choses, il y avait par exemple des clients qui me disaient non en 2022, j'étais frustré, j'essayais de comprendre pourquoi, et j'arrivais pas à l'analyser, l'objectiver. ChatGPT m'aide à l'objectiver. Et du coup, ça par exemple, c'était quoi? Par exemple, je parlais pas assez de bénéfices, je parlais trop de fonctionnalités. Ok. Et donc en conversant avec ChatGPT, il m'a fait prendre conscience que je parlais pas assez de bénéfices. Ensuite, comme je te disais, je me forme beaucoup. Donc j'utilise des concepts, par exemple un concept d'Alex Hormozy, retravailler les garanties. Donc je prends des concepts dans des livres, je les intègre à ChatGPT, j'ai dit maintenant on va retravailler tous les deux les garanties Geeky. Et donc je retravaille les garanties et je fais des promesses, chose que je faisais pas avant. Ouais, en fait, j'ai l'impression que dans ton cas, ChatGPT, il a presque été un peu ton coach business, quoi. Exactement. Super assistant. Hein. Ouais. C'est mon coach, mon mentor, il me permet de synthétiser des choses. Là, par exemple, quelque chose que il y a un enjeu sociétal sur les livres. Comme ChatGPT, ils ont mis tout Internet et ils ont mis toutes les bases de données qu'ils ont pu mettre dedans, il y a tous les livres dans ChatGPT. Ah bon ? Ouais. Ok, je savais pas. Donc, par exemple, quand j'ai demandé, je me suis amusé, j'ai le livre d'Alex Hormozy sur le marketing, il est dans ChatGPT. Tu lui demandes les concepts je me rappelle plus du titre, mais 100 millions de leads. Tu demandes le concept de 100 millions de leads, il va te le mettre dans ChatGPT. Et donc, par exemple, Alex Hormozy sur le livre, ChatGPT, j'ai questionné ChatGPT sur les concepts d'Alex Hormozy sur le marketing, ça m'a intéressé, et ensuite, j'ai acheté le livre. On va avoir vraiment une autre manière de voir les choses. Au niveau de la société, les gens vont lire de moins en moins, ou ils vont acheter de moins en moins de livres. Et donc, moi, je veux acheter de la qualité, et donc avant d'acheter des livres où je suis pas sûr, maintenant, je contrôle avec ChatGPT si les concepts sont intéressants et si ça correspond à mes besoins. Ok. Donc les romans, je continue à les acheter tout seul. J'ai pas besoin de ChatGPT parce que sinon, il va me raconter à la fin du livre, ça m'intéresse pas. Par contre, au niveau des livres d'entrepreneuriat, je vais vérifier si ça m'intéresse ou pas. Comment tu vérifies ça du coup ? Qu'est-ce que tu lui demandes à ChatGPT ? Je compte acheter le livre d'Alex Hormozy. Est-ce que tu peux me définir les concepts ? C'est quoi le bénéfice du livre ? Tu t'amuses à converser avec lui. C'est comme si tu échangeais avec un copain ou une copine. Hein. Et une fois que tu vois justement que le livre est intéressant, qu'est-ce qui te donne toi quand même envie de l'acheter ? Parce que finalement tu pourrais continuer de poser toutes tes questions à ChatGPT. Pour moi, l'enjeu de l'entrepreneur, c'est d'avoir un système d'apprentissage en continu. L'un des bénéfices de ChatGPT, c'est que ça m'a permis de gagner du temps pour m'éduquer, tout simplement. Ok, en filtrant les informations ? En me permettant de produire plus vite et de meilleure qualité mon travail, ça me dégage du temps sur ma journée pour pouvoir m'éduquer. Le sens ça. Ok, d'accord. Ok. Donc, j'ai toutes les tâches à faible valeur ajoutée, c'est délégué à ChatGPT. Les tâches à forte valeur ajoutée, c'est moi qui le fais parce que j'ai mon expertise. Donc, c'est la relation client, la prospection, échanger avec le maximum de personnes, comprendre son marché, toute la veille technologique et concurrentielle, la veille de marché. Et ensuite, j'ai du confort mental qui me permet de dégager ce que j'appelle de la bande passante pour pouvoir lire des livres ou me former. Là, j'ai encore acheté 2 formations sur l'IA en ligne. Je suis en train de regarder des formations qui font entre 2h et 15h. Je les regarde et ça me permet de m'inspirer, ça me permet de me mettre à niveau et ça me permet d'être pertinent. Ok. Trop intéressant. Et si on se concentre maintenant sur vraiment des business cases là, que tu as eu récemment, c'est lequel qui t'a le plus marqué ? Quelle est la plus grosse transformation que tu as réussi à apporter à un de tes clients grâce à l'IA ? Alors là, on est en train de travailler les clients en cours, mais rien qu'avec ce qu'on a commencé à mettre en place, en fait, c'est le confort mental. Ok. L'un des bénéfices, c'est au départ, j'ai des gens qui sont résistants au changement, qui disent ouais, l'IA, encore un truc de plus, et on ne sait pas du tout ce que c'est. Ok, mais en fait, l'IA, c'est pas que ça. Parce que dans leur tête, l'IA, en ce moment, c'est que l'IA générative. Ouais. Pourquoi ? Parce que ChatGPT a pris le lead et il y a une communication incroyable marketing autour de ChatGPT.
Et aujourd'hui, les gens, en fait, tout le monde pense que l'IA, c'est l'IA générative. Alors que pas du tout. Et en fait, l'IA, maintenant, ça porte le nom de l'IA, mais en fait, c'était des fonctionnalités dans des logiciels. Donc, il y a un client où, en fait, il se retrouvait à gérer 400 emails par jour pour faire des justificatifs. Aujourd'hui, ça lui prend 1 minute. On a tout simplement mis en place un formulaire. Son client, à lui, remplit le formulaire avec ses informations de facturation. Et ça génère automatiquement un justificatif avec une signature de l'entreprise. Ok. Donc là, c'était un vrai problème pour lui de générer ces attestations en continu, la traçabilité des paiements, etc. Il a fait un choix de ne pas utiliser un CRM très cher, de ne pas avoir des automatisations autour de la facturation, des emails automatiques. J'ai dit, ok, on peut vous faire quelque chose de no-code, c'est-à-dire sans coder. On va juste connecter 2 outils avec l'API de votre logiciel que vous utilisez actuellement. On va mettre un questionnaire type Google Form ou type Form, et automatiquement, votre client, il est autonome pour réclamer son justificatif. Ok. Et en fait, ça lui a fait gagner 4 heures par jour. Et ça change totalement, ça l'a soulagé. Ça l'a libéré du temps pour se poser sur la stratégie de l'entreprise, se poser sur les vrais enjeux de l'entreprise. Et tout ce qui n'apporte pas de valeur directe à l'entreprise, en fait, c'est délégué. Ok. Du coup, finalement, l'IA, de tout ce que tu dis, j'ai l'impression que ça devrait permettre, normalement, s'il est bien intégré, bien utilisé, aux salariés comme aux dirigeants, d'avoir plus de bien-être, finalement, d'avoir plus de temps pour eux, de se concentrer vraiment sur leur zone de génie, de continuer de progresser. Donc, en ce sens, tel que tu le décris, en tout cas, c'est une vraie avancée, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'IA. Il y en a qui disent ça va détruire des emplois, c'est hyper complexe, tu vois, enfin, qui en ont peur. Qu'est-ce que tu dirais justement, enfin, quel est toi ton avis là-dessus? Je pense le comprendre de tout ce que tu as dit. Il y a les 2 bénéfices. Tu as le bénéfice de la productivité. Grâce aux outils d'intelligence artificielle, on va gagner en efficacité et en efficience. Et tu as le bénéfice pour l'humain. Et donc, comme tu le disais, il y a 2... Ça, c'est la société, c'est sociétal, on verra dans le temps. Mais c'est soit les gens vont gagner en confort mental et il y aura moins de maladies professionnelles, type burn-out. Soit les gens vont se consacrer à l'essentiel du business, qui est la relation humaine avec les clients ou les salariés. Donc les managers sont moins débordés, parce qu'aujourd'hui les managers font du micromanagement. Ils remplissent les tableaux de bord, ils doivent faire des entretiens professionnels. Tout ça, moi je l'ai délégué à l'IA. C'est pas moi qui le fais. C'est l'IA qui me dit quand est-ce que je dois faire les entretiens, parce que j'ai tout paramétré. Ça me remplit automatiquement. J'échange avec les salariés automatiquement. La retranscription est enregistrée, ça fait un compte-rendu. C'est envoyé au salarié qui le signe. Et ensuite, moi je reprends, je signe. Enfin, c'est réglé quoi. Et ensuite, j'intègre à l'IA. Et par rapport au plan d'action, au plan de formation, il va me dire, ok, par rapport aux attentes par rapport aux attentes du salarié, par rapport à tes attentes, vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans. Donc ça n'a rien à voir quoi. Ouais. On est plus sur du fichier Excel. Si on est sur au niveau humain, au niveau sociétal, c'est un train qui est en marche. Au début du 19e siècle, on est passé du cheval au train, notamment dans le Far West. Et le train, en fait, il allait pas vite. Il allait à 10 km/h au départ. Les gens disaient que ça ne servait à rien, c'était cher, ça remplacerait jamais le cheval. Et ben, le train a remplacé le cheval, et ensuite ça a été la voiture. Là, c'est exactement pareil. Le train, il est en train d'avancer. Le problème qu'on a, c'est que dans notre société, ça va de plus en plus vite. C'est une disruption majeure, l'IA. Et donc, ça va trop vite. Et donc, en fait, on va perdre des gens. Il y a une transformation majeure du travail qui va évoluer. Ok. Les bénéfices qu'on est en train d'évaluer avec nos clients, qu'on va vraiment caler avec des KPI et des ROI, c'est-à-dire des indicateurs très fiables qu'on va systématiser. Aujourd'hui, rien que sur la projection des clients qu'on accompagne en ce moment, on va leur faire gagner 50% de temps sur les tâches qu'ils exécutent au quotidien, minimum. Là, on est en train de le garantir, justement en promesse, tu vois, sur les bénéfices et les promesses qu'on propose à nos clients. Et il y a un indicateur, en fait, on peut faire économiser jusqu'à 20% de la masse salariale. Et donc, il y a un vrai problème de valeur et de fonctionnement. Donc, il y a déjà une mouvance en France où il y a de plus en plus de freelance, de solo-entrepreneurs, des gens qui veulent se recentrer, il y a une équipe de vie qui évolue. L'IA leur permet d'être aussi performants que des boîtes qui ont 30 ou 40 salariés. Donc moi j'ai une petite équipe et je suis autant concurrentiel que les plus grosses boîtes de formation à Paris. Et
au niveau de la transformation du travail, il y a un vrai enjeu et c'est ce qu'on essaie de débloquer nous à nos séminaires parce qu'on porte des valeurs. Je porte des valeurs que j'incarne dans mon entreprise. Pourquoi ? Parce que je viens de l'éducation populaire et du sport. Faire ensemble, la place de chacun dans le projet. Et donc en fait, la réflexion qu'on a pendant ces séminaires-là, parce que c'est eux qui définissent la roadmap, hein. À un moment donné, c'est eux qui me disent non, en fait, on veut la productivité. Donc si on doit avoir moins de TP, eh ben, on aura moins de TP. De TP, c'est-à-dire équivalent temps plein, donc des salariés. Ok. Donc s'ils veulent licencier, ils licencient, pour faire simple. Mhm. Voilà. Et donc nous, on oriente vers, ok, c'est quoi la place de l'humain dans le projet ? C'est quoi la place de l'humain dans l'entreprise ? Et c'est quoi vraiment la valeur ajoutée de votre entreprise ? Ok. Et ça change totalement le prisme. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur la productivité, on va travailler sur la rationalisation des ressources dans l'entreprise. Et donc les assistants administratifs qui géraient de la paperasse, les emails par jour, en fait, eh ben, ils vont se consacrer à faire quoi ? Eh ben, à travailler la prospection, à travailler le sourcing, à travailler la relation avec les clients. Ok, donc en fait, il y a un vrai switch du travail très opérationnel qu'avaient ces employés-là vers... finalement, du coup, ils montent en qualification même, grâce à l'IA. Exactement. En fait, tu as une transformation des compétences qui vont plutôt être conversationnelles vers l'humain. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un paradigme qui va émerger et je pense que c'est la bonne solution. C'est qu'aujourd'hui, la priorité de toutes les entreprises, c'est d'avoir une offre, un système d'acquisition, un système de conversion. Et les Français sont des très mauvais vendeurs et il faut passer un maximum de temps avec ses clients. Et aujourd'hui, si les entreprises n'ont pas compris ça, qui veulent automatiser tout, qui veulent plus avoir de relations humaines avec leurs clients, ils vont perdre le jeu. Si ils se consacrent à la relation client, ils essaient de comprendre, de répondre à ses besoins, de réadapter le produit en fonction des besoins. C'est pour ça ce que j'ai appelé au tout début du podcast des pivots. En fait, j'ai pas peur de faire des pivots parce qu'en fait, je réponds aux besoins de mon client. C'est pour ça que mon chiffre d'affaires il a augmenté. Mon chiffre d'affaires il a pas augmenté parce que j'utilise l'IA et que j'ai tout automatisé. Mon chiffre d'affaires il a augmenté parce que grâce à l'IA, j'ai pu préciser le besoin, préciser l'offre et proposer quelque chose à très forte valeur ajoutée. Mais ça n'enlève en rien ma capacité d'animer des formations et ma capacité d'animer des séminaires. Parce que si je suis mauvais en séminaire, les gens ils vont plus travailler avec moi. Et je vais plus avoir des recommandations. Donc il y a vraiment un enjeu autour de ça. C'est qu'est-ce qu'on délègue à l'IA et qu'est-ce qu'on renforce, quelle est la valeur ajoutée, ce qui nous différencie du marché. Trop intéressant, ok. Et je suis complètement d'accord avec toi et on le voit et c'est vrai que d'ailleurs on parle en plus de plus en plus de... J'ai découvert ça cette semaine, marketing H2H, human to human. Donc on voit déjà qu'on est en train de changer complètement de paradigme au niveau... à ce niveau-là où on n'est plus vraiment dans le dur de l'entreprise, de créer des process, être très opérationnel, etc. Et puis après tu as le codir au-dessus qui peut avoir la vision. Mais là je pense aussi que ça permet de partager plus la vision, les valeurs avec les salariés, selon moi, du coup, par rapport à tout ce que tu dis, parce qu'ils vont plus être, selon moi, au cœur de la mission d'entreprise, s'ils sont plus tout le temps dans l'opérationnel, et donc, effectivement, peut-être des entreprises aussi françaises plus performantes, qui vont plus répondre aux besoins de leurs clients et du marché. En tout cas, créer de la proximité. Ouais. Je te donne un exemple concret. Donc, je suis en train de travailler avec Scalesia. Je vais rentrer dans leur programme pour accélérer la croissance de mon entreprise. Donc, Scalesia, en fait, j'ai fait des appels de découverte, des appels justement pour closer, pour que je signe avec eux. Et ils donnaient énormément de valeur ajoutée déjà. Rien que pendant les appels, ils donnaient de la valeur ajoutée. Et on m'a donné un tips qui me dit « William, il ne faut pas automatiser pour l'instant, au niveau où tu es, parce que je suis très mauvais en prospection froide. Donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à découvrir des inconnus, à pouvoir avoir un bon contact et vendre mes services. Alors, je suis très frustré parce que je sais que mon offre est très bien, qu'on commence à avoir des résultats, donc on travaille sur les recommandations, etc. Mais j'ai du mal à faire la prospection froide et aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait plus de clients qui rentrent chez Geeky, notamment avec Éducation IA. Et donc, ils me disent, le temps que tu gagnes avec l'IA, tu fais de la prospection manuelle. C'est-à-dire que tous les gens que je contacte sur LinkedIn, c'est que du message personnalisé. Il n'y a pas une seule fois de l'IA générative. Je ne sais pas si ça t'arrive, Nora, mais en moyenne, je reçois entre 2 et 30 messages par jour de messages automatisés. Ouais, sur LinkedIn. Ouais, et ça commence à être saturé. Ouais, sur LinkedIn, ça commence à être saturé.
Et donc aujourd'hui, moi je travaille que sur des messages ultra personnalisés. Donc les 4 heures de temps que je gagne par jour dans mes livrables, les comptes rendus, les présentations, etc. que j'ai délégué à l'IA, et ben ces 4 heures-là, je me pose, soit je mets un podcast dans mes oreilles, soit je mets de la musique, et je découvre des profils, je réponds aux commentaires, j'écris des messages sincères, authentiques sur LinkedIn. En fait, c'est de la relation humaine, quoi. Tu es curieux et tu t'intéresses vraiment aux gens, à ce qu'ils font. Et si tu vends derrière, tant mieux. Si tu vends pas, tant pis. Mais au moins, effectivement, je pense que ça manque beaucoup sur LinkedIn. Et je pense que ceux pour qui ça fait la différence, moi, personnellement, les messages auxquels je réponds, c'est parce que je sens que la personne s'est intéressée à moi. Et ça, je pense que c'est hyper humain. On a tous envie d'être vu, entendu, reconnu. Et quand on te fait ressentir ça de manière sincère, qu'on s'intéresse vraiment à ce que tu fais... je pense que ça fait toute la différence et que LinkedIn c'est un super outil justement pour connecter, mais qu'il faut... Aujourd'hui, il faut bien comprendre, il y a 2 tendances très importantes. 2024-2025, c'est le marketing conversationnel. Il faut échanger le maximum avec les gens. Il faut créer de l'échange de qualité et de l'authenticité. Donc il faut être vrai avec les gens et avec les prospects, avec tes clients. Et il y a une deuxième tendance qui émerge, qui est une lame de fond qui apparaît pas trop encore, mais ça va être les recommandations. Demain, les leaders du marché, ce seront ceux qui sont capables de faire de la recommandation et d'avoir de la recommandation. Je te donne un exemple concret. Amazon, à chaque fois que j'achète sur Amazon, systématiquement, je prends que des produits avec 5 étoiles et minimum 100 avis. D'accord ? Donc à chaque fois que j'achète un produit, je suis sûr qu'il est de bonne qualité. Pourquoi ? Parce qu'il y a au moins 100 personnes qui ont mis 5 étoiles. Et après, je regarde un peu les commentaires. Demain, toute entreprise, que vous soyez solo entrepreneur, PME, grosse boîte, s'il n'y a pas de recommandation et qu'il n'y a pas d'avis vérifié, eh bien les gens n'achèteront plus. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai enjeu. Ouais, et ce qui va te permettre de passer à un low ticket, à un high ticket. En moyenne, je gagnais par mission entre 300 et 1500 euros. Aujourd'hui, je vends mes missions 15 000 euros. Parce que je suis passé en high ticket. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, je garantis des résultats, le bénéfice est clair, et j'ai des recommandations. Du coup, tes recommandations, ça se passe comment ? Toi, c'est bouche à oreille ? Est-ce que tu as un système où tu récupères les avis ? Alors, je commence à récupérer les avis, j'en ai pas suffisamment parce que j'ai pas systématisé ça. Ouais. Donc, je suis en train de mettre en place. Justement, Scalesia m'aide à mettre ça en place. Et surtout, systématiquement, je discute, je fais des feedbacks, j'enregistre tout. Et ensuite, on va pouvoir le ressortir. Donc, les recommandations, c'est pas encore mis en place suffisamment chez Geeky. Pour Éducation IA, dans nos propositions, nos références, on met nos clients phares et on leur demande l'autorisation. Donc ça me permet d'avoir de la légitimité. Et les recommandations, petit à petit, on va faire des vidéos de nos clients qui expliquent voilà le bénéfice. Après 1 mois de la mission, voilà ce qu'on retient du séminaire d'acculturation. Après 6 mois, voici ce qu'on a mis en place. Grâce au coaching, on a atteint nos résultats. En fait, on a gagné en croissance, tout simplement. Et 1 an après. Ok. Et donc, on va mettre ça en place. Donc, on est en train de le préparer. Ça demande une organisation, faire les vidéos, voilà. Et ça part du client. Donc, pour l'instant, on livre bien nos clients. Et quand ils nous diront, William, vous êtes formidable, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, on fait une vidéo. On fait une vidéo tous les deux et on enregistre la visio. Et n'hésitez pas et on y va, quoi. Ok. Et du coup, même pour les recommandations, toi, tu recommandes plus des recommandations vidéo que écrites ? Aujourd'hui, la tendance, c'est la vidéo. Donc, on va mettre en avant des vidéos. On a une stratégie de communication. Pour l'instant, on fait un seul réseau social qui est LinkedIn. Et petit à petit, on va développer YouTube, Instagram, etc. Donc, on prend la vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que systématiquement, on est sur une stratégie qui a été poussée par Scalesia, où en fait, on va republier, on va reformuler le contenu, on va ramifier, on va rassembler des cas d'usage, on va rassembler des typologies de nos clients à qui ça a très bien marché, etc., pour qu'on puisse nous améliorer. Et on va reformater le contenu, c'est-à-dire qu'on va adapter le contenu à différents formats. Donc, à partir de la vidéo, je peux faire un article, je peux faire des interviews, je peux faire du podcast, je peux faire ce que je veux, quoi. C'est vrai. Ok. Et merci beaucoup, William. On va conclure, du coup... Alors, de ce que je retiens, moi, de ce podcast pour les entrepreneurs, vraiment, les points clés qui sont ressortis, apprendre à prompter, à converser avec un IA aujourd'hui, c'est majeur.
Prendre l'IA comme un super assistant pour se dégager du temps, pour se former, c'est ce que tu disais, hyper important, continuer d'apprendre en continu, se recentrer sur l'humain au sein de l'entreprise, avec ses clients, apprendre à bien comprendre leurs besoins et tout miser sur la recommandation. T'as d'autres choses à ajouter ou pas ? Non, c'est parfait, t'as tout résumé. Ok, merci beaucoup William. Merci à toi. J'espère que ce podcast t'a autant plu qu'à moi. J'ai adoré enregistrer cette interview. On a appris encore plein de choses ensemble et c'est vraiment le but ici, c'est de vous donner plein de clés de réussite pour que vous puissiez mener une vie épanouie, pleine de sens. Si en tout cas le podcast t'a aidé d'une quelconque manière, je te serais hyper reconnaissante de le noter, le commenter ou le partager autour de toi. Ça m'aide énormément en termes de référencement pour lui donner de la visibilité et aider un maximum de personnes à aller vers la vie qu'ils souhaitent. Enfin, si toi aussi ça te parle, la quête de sens, si tu as envie d'être aligné au maximum avec ton projet professionnel, je t'invite à télécharger en barre d'infos gratuitement mon guide ultime en 10 étapes pour donner du sens à ta vie pro. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, salut!